Merci pour l'invitation. Je suis très content d'être ici parmi vous pour avoir cette petite intervention introductive sur cette thématique de l'intervention précoce. Merci à Addiction Valais de m'avoir invité. Je vais peut-être enfoncer quelques portes ouvertes, je connais mal le contexte. Ça fait moins mal d'enfoncer les portes ouvertes que des portes fermées, mais des fois peut-être d'essayer d'enfoncer quelques portes fermées pour pouvoir faire bouger des dispositifs. On pourrait effectivement essayer d'aller dans ce sens-là, donc peut-être que je vais essayer aussi d'amener ce genre d'éléments. D'où je m'exprime. Donc, je suis effectivement responsable du secteur prévention à Addiction Suisse. J'ai un parcours qui a commencé dans la prévention en milieu festif. J'ai été également travailleur social hors mur. J'ai travaillé aussi dans différentes structures de consultation ambulatoire par rapport à la consommation de stupéfiants. Et puis, je suis arrivé maintenant à Addiction Suisse avec un petit passage de quelques années dans le domaine de la protection de la jeunesse. Donc, ce que je vais vous présenter s'inspire aussi de ces différentes expériences-là. La Fondation Addiction Suisse intervient à différents niveaux. Nous avons un secteur de recherche, donc on travaille beaucoup. Vous connaissez peut-être tout ce qui est HBSC par rapport aux statistiques de consommation chez les jeunes. On a aussi un secteur prévention dont je m'occupe, qui travaille sur plusieurs programmes, et un secteur de communication où on fait des campagnes de prévention. Vous connaissez peut-être le Dry January que nous faisons en coordination avec le GREA, la Croix-Bleue et le Pfarrverband du côté suisse allemand. Au niveau de la prévention, nous avons plusieurs axes d'intervention. Je vous ai juste donné ici quelques exemples. Vous pouvez aller sur notre site internet si vous voulez en savoir plus. On a beaucoup de thématiques. On n'a pas que des thématiques liées aux substances. On a aussi les jeux de hasard et d'argent. Et on a aussi un enjeu et un objectif transversal pour ces prochaines années qui est de beaucoup plus travailler en fait sur l'approche centrée et fondée sur les preuves. C'est vrai qu'en fait qu'on a beaucoup d'activités dont on ne sait pas, en fait, on n'arrive pas forcément toujours à mesurer l'impact, et c'est vraiment une démarche sur laquelle on essaye de pouvoir avancer. Si je vous dis ceci, c'est que j'ai besoin de poser tout de suite une limite auprès de vous, c'est qu'en matière d'intervention précoce, on n'a pas, aujourd'hui, je ne peux pas venir vers vous en vous affirmant de son efficacité. On n'a pas encore eu les moyens, en fait, de pouvoir mesurer l'efficacité. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'efficacité. L'intervention précoce, vous allez le voir, la façon dont je vais vous le décrire, est très difficilement objectivable. Non seulement par rapport au positionnement de repérage, mais également par rapport à la communauté d'acteurs qui intervient là autour. Donc voilà, c'était important pour moi de pouvoir vous le dire. C'est certainement un enjeu dans le domaine de l'intervention précoce de nous donner les moyens, en fait, de pouvoir évaluer les dispositifs et les projets qu'on met en place. J'ai fait l'exercice d'aller voir en tapant Valais addiction et de regarder qu'est-ce qui sortait dans les 6 derniers mois. Et voici ce qui sort. Si je vous le dis, c'est que c'est souvent en fait la partie visible au niveau du grand public, voire au niveau des professionnels qui sont dans d'autres cantons. Et voici comment on pourrait se dire, voilà, c'est la problématique des addictions dans le Valais. Évidemment, ça cache énormément de choses. Ça cache notamment le travail des professionnels, notamment en matière d'accompagnement, d'aide. Ça cache aussi, bien sûr, la vulnérabilité des personnes qui est là derrière. Mais en même temps, c'est effectivement peut-être aussi une opportunité, une occasion de mettre la problématique à l'agenda public, de mettre à l'agenda politique et de se donner des moyens de pouvoir y faire face, de pouvoir réagir. J'espère que le Caprice Festival, c'était bien tout de même. J'ai fait l'exercice d'aller un petit peu plus loin et de voir maintenant au niveau de l'actualité qu'est-ce qui sort quand on tape de nouveau Addiction Suisse. Et voici quelques manchettes de journaux. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui peut aussi nous pousser à une très forte inquiétude. Alors c'est sûr que la problématique est en train de changer. Vous avez entendu pas mal de choses, notamment les situations autour de la consommation de crack autour de Genève, qui arrivent aussi passablement au niveau des villes vaudoises. Vous avez vu évidemment, enfin vous êtes directement en lien avec tout ce qui se passe au niveau valaisan, enfin Cité Aldrine, Verbier, etc. Et ça, c'est en fait chaque fois des nouvelles occasions, des nouvelles raisons, des nouveaux prétextes peut-être de pouvoir travailler ensemble. Et je pense certainement, cette journée, vous faites déjà la preuve en fait d'une opportunité saisie en fait de se mettre ensemble, de réfléchir à une nouvelle forme d'intervention, une nouvelle façon de pouvoir être ensemble.
Alors l'intervention précoce, je vais essayer maintenant de vous présenter deux, trois éléments d'ancrage au niveau des modèles nationaux, au niveau de vous donner quelques éléments en matière de définition, mais déjà aussi pour vous dire tout de suite l'intervention précoce, ça concerne qui? Eh bien les jeunes, évidemment. Et j'y mets un point d'interrogation, vraiment? J'ai utilisé en fait cette slide pour vous montrer en fait que suite à la sortie d'un rapport qu'Addiction Suisse avait fait sur les hospitalisations alcooliques, le 20 minutes avait eu cette très jolie manchette « Pic d'hospitalisation chez les 10-23 ans », en citant bien sûr l'étude. Donc c'est évidemment une manchette qui est basée sur une référence scientifique. Merci la RTS qui a fait l'effort de lire un petit peu plus l'étude et qui montre en fait que, certes, il y a une forte augmentation des hospitalisations chez les 10-23, mais que ça ne concerne que 10% de la totalité de la population qui a été hospitalisée pour des raisons alcooliques. Donc vous voyez en fait au niveau de l'actualité, c'est très facile en fait de mettre la lumière, de mettre le focus sur quelque chose qui va faire le buzz et en même temps qui va permettre d'invisibiliser ou de réduire une problématique de façon extrêmement large. Au niveau de l'étude, eh ben, on se rend compte en fait que c'est que 10% et que ça concerne de façon majeure et massive en fait toute la population. La meilleure formulation aurait été les hospitalisations en raison de la consommation d'alcool augmentent avec l'âge. Donc vous voyez effectivement d'essayer de faire cette distanciation entre ce qu'on peut lire au niveau de l'actualité et de comment est-ce qu'on va pouvoir y réagir. Ce que ça veut dire aussi ici, c'est qu'en matière politique et institutionnelle, c'est souvent effectivement plus facile de dire on va se concentrer sur la population jeune. Et c'est beaucoup plus compliqué de se concentrer en fait sur la population adulte, ou comme l'a dit Thomas tout à l'heure, en fait c'est une problématique qui concerne tout un chacun. C'est plus compliqué de se poser la question par rapport à sa propre consommation que par rapport à se dire on va vraiment s'occuper de ces tout jeunes qu'il va falloir protéger, encourager dans leur développement. La stratégie nationale, ça je pense que vous la connaissez déjà très largement. Pour moi, c'était important aussi de pouvoir vous les montrer pour voir où est-ce que va s'inscrire le concept d'intervention précoce dans ces différents modèles. Vous observerez déjà que cette stratégie 2017-2024 a bénéficié maintenant d'un stempel de prolongation jusqu'en 2028. Ce qu'il faut aussi entendre là-dessous, c'est que vous êtes aussi tout à fait conscient qu'on est dans une phase d'une grande problématique au niveau financier. L'Office fédéral de la santé publique a annoncé en 2025 des coupes budgétaires qui nous impactent, qui va nous impacter. Il y a encore des annonces de coupes qui risquent d'arriver l'année prochaine. Donc effectivement, ça nous met toutes et tous dans une situation de précarité institutionnelle, de précarité en fait dans la délivrance des prestations. Et surtout, ça met un certain enjeu. Si on veut réussir à développer des nouveaux dispositifs dans ce contexte de restrictions budgétaires, ça risque d'être compliqué. J'ai envie de promouvoir le concept d'intervention précoce comme étant un concept qui doit viser aussi à une efficience en termes budgétaires. Se donner les moyens d'investir de façon préventive doit nous permettre d'économiser beaucoup d'argent par rapport à l'accompagnement, la prise en charge, le développement de mesures résidentielles et autres. Un petit exemple ici, je force un tout petit peu le trait, mais si on pourrait continuer très longtemps à ouvrir des locaux d'injection, maintenant il y en a un deuxième qui a ouvert à Lausanne, on pourra toujours effectivement accompagner, mettre à disposition ce genre de mesures pour éviter que les personnes décèdent, développent des troubles, des maladies, etc. Également un impact en termes de sécurité publique, parce que c'est également un objectif affiché. Mais si on ne se donne pas les moyens d'intervenir en amont pour éviter et diminuer les consommations, on va être contraint à continuer en fait d'ouvrir et de développer des mesures en fait de prise en charge sans se donner les moyens en fait d'intervenir en amont. Je force encore le trait en prenant un exemple d'un autre domaine, du domaine de la protection de la jeunesse. Je sais que le domaine de la protection de la jeunesse est passablement aussi sous pression, avec des difficultés en termes de place dans les institutions. Là également, on peut essayer de renforcer et de développer les ressources, et il faut continuer à le faire pour pouvoir offrir des places dans les situations, dans les foyers, les institutions. Mais également, il faut vraiment se donner les moyens d'éviter que ces jeunes, ces enfants se retrouvent en vulnérabilité, en situation de maltraitance, et il faut intervenir bien en amont,
à partir de la petite enfance, voire de la grossesse, dès l'école, et surtout donner les moyens aussi aux parents de pouvoir être suffisamment bons et être suffisamment outillés pour pouvoir bien accompagner leurs enfants. Donc voilà, mon message, c'est vraiment donnons-nous les moyens et donnons-nous les moyens aussi de pouvoir montrer toute l'importance en fait de la prévention et des investissements en amont des situations d'accompagnement et de prise en charge. Les 4 piliers, vous les connaissez, on se retrouve maintenant à 30 ans d'expérience avec ces 4 piliers. Il y a eu plusieurs évolutions. Les titres, ce sont un peu mes titres un peu subjectifs, donc ce ne sont pas les titres qui sont forcément officiels de ces modèles-là. Mais vous voyez, progressivement, d'année en année, on a complexifié, on a donné plus d'éléments par rapport à ces 4 piliers pour pouvoir montrer non seulement la question des différentes substances, bien sûr, sans oublier l'alcool, le tabac, les médicaments, les addictions comportementales, jeux de hasard et d'argent par exemple. Et puis vous voyez, en 2020, on a voulu aussi créer quelque chose de beaucoup plus transversal pour faire communiquer les piliers. Ce que vous voyez ici, c'est qu'en fait, à chaque étape, à chaque modèle, on essayait de répondre en fait à certains enjeux. En 2020, c'était notamment l'enjeu de beaucoup plus travailler la coordination. Vous voyez notamment qu'un pilier change de nom, de répression à régulation. Le risque étant, c'est qu'avant, on était fortement en position de silo. C'est un acteur, c'est la police qui s'occupe de la répression. Alors moi, je pense vraiment aujourd'hui en fait que les 4 piliers concernent l'entier de la communauté d'acteurs. C'est peut-être aussi un élément de discussion qu'on peut avoir. Est-ce que chacun se retrouve en fait dans cette notion? Mais avec ce concept d'intervention précoce, on est vraiment en fait dans cette intention de beaucoup plus travailler ensemble, de façon transversale, sur les 4 piliers. Je vous mets ici un extrait de la stratégie nationale addiction par rapport à cet axe d'intervention précoce qui est nommé, donc ici vous voyez, promotion de la santé, prévention et repérage précoce. Vous allez voir, on a tout de suite ici en fait un enjeu conceptuel. Où est-ce qu'on place l'intervention précoce? Entre la promotion de la santé ou la promotion d'un environnement favorable, prévention primaire, secondaire, tertiaire, universel, sélectif, indiqué, réduction des risques, réduction des méfaits, réduction des dommages. On a un grand nombre de terminologies qui peuvent contribuer aussi un petit peu à nous perdre par rapport au centre de l'action qu'on y met. Et puis évidemment, moi j'ai envie de pouvoir valoriser et promouvoir l'intervention précoce comme un concept qui est vraiment transversal sur ces notions et qui doit être fédérateur entre les différents acteurs. Puis ici, je vous ai mis la petite coccinelle de l'IP suisse. C'est aussi, c'est un petit clin d'œil, mais c'est aussi une invitation à s'approprier la définition de l'intervention précoce. Entre les modèles, les stratégies et les concepts au niveau national, je pense que c'est important que vous ayez aussi votre couleur de qu'est-ce que pourrait être un dispositif d'intervention précoce valaisan. Définition. Je vais aller assez vite là-dessus, mais c'est important aussi de pouvoir poser un petit peu les éléments. Cette définition date, sauf erreur, autour de 2020. L'OFSP a réuni plusieurs acteurs au niveau suisse pour essayer en fait de pouvoir formuler une définition harmonisée, suffisamment partagée entre les différents acteurs pour qu'on arrive à s'entendre sur de quoi est-ce qu'on parle. L'intervention précoce est donc une démarche, un processus, c'est-à-dire une mise en mouvement en fait, des différents acteurs qui vise donc à reconnaître le plus précocement possible, précocement n'étant pas synonyme au plus jeune âge, mais au plus vite dès l'apparition de signes de difficulté, et on met comme focus la vulnérabilité plus que la consommation. L'intention, bien sûr, c'est de pouvoir, en fait, ensemble, définir des mesures qui soient adaptées, qui fassent sens par rapport au parcours de la personne et qui prend suffisamment en contexte, en fait, toutes les caractéristiques de son contexte de vie. Je viens de le dire, mais j'insiste aussi là-dessus. L'intervention précoce a comme focus, a comme objet la vulnérabilité et non la consommation. Je risque de revenir à plusieurs reprises là-dessus, mais en termes de posture, c'est un élément qui est essentiel à l'intervention précoce. On parle bien de repérage et pas de dépistage. Vous allez voir, l'un des premiers défis que je vais vous présenter après, c'est cette notion de qu'est-ce qu'on va utiliser comme concept d'intervention entre le dépistage et le repérage. Il y a des notions extrêmement différentes entre ces deux.
La vulnérabilité est une situation qui n'est pas inscrite dans le temps. Donc les personnes qui se retrouvent en difficulté, c'est pas quelque chose qui va être inscrit en fait dans la durée. Et c'est quelque chose auquel on peut aussi garder espoir dans le changement. D'ailleurs, l'espoir, et puis vous êtes bien placé pour le savoir, des fois c'est le professionnel qui doit le porter au-delà de la personne, qui se sent complètement démunie, complètement prise en fait dans son itinéraire. Et c'est important aussi de pouvoir le poser. L'interaction entre les différents facteurs, c'est cette prise en compte de la vulnérabilité de façon globale, de façon holistique par rapport à tous les facteurs de risque, les facteurs de protection, par rapport à l'itinéraire. Si je pense ici, et puis je crois que c'est un des thèmes de l'atelier tout à l'heure, au niveau de la migration, tout le parcours, l'itinéraire de la personne, le trauma de migration, c'est aussi des éléments effectivement qui sont extrêmement importants. Donc je vous invite, et puis vous aurez une dernière slide tout à la fin avec plusieurs références par rapport, pour aller un petit peu plus loin sur ces notions. Je le redis, ici les sous-titres m'appartiennent, mais je crois que c'est partagé par plusieurs acteurs ici présents. On est passé du modèle de la pyramide au modèle du radiateur. Vous jugerez de la terminologie utilisée. Ce qu'on voit ici, c'est que l'intervention précoce se construit en fait sur plusieurs étages ou sur plusieurs colonnes, sur plusieurs étapes. Entre la promotion d'un environnement favorable, c'est-à-dire de se donner les moyens au niveau de la société, de la communauté, de pouvoir promouvoir le développement sain des enfants, des adultes, et de se donner les moyens aussi que la société soit suffisamment favorable au bien-être de ses membres. Le repérage, qui est l'élément clé de l'intervention précoce, je vais y revenir juste après avec toutes les notions importantes, c'est vraiment l'élément clé pour pouvoir en fait observer des difficultés, des signes de difficulté et se donner les moyens de pouvoir y réagir. L'évaluation, c'est de poser ces signes en lien avec d'autres signes dans un tout. Comment est-ce qu'on va faire cela? On va le voir après. Et l'intervention, c'est vraiment l'accompagnement en fait de la personne. Plus vous montez dans les étages, plus vous allez avoir des acteurs spécialisés dans le domaine des addictions. Je le dis à l'inverse, plus vous descendez dans les étages de la pyramide, plus il sera nécessaire de pouvoir collaborer et interagir avec des membres non professionnels ou non spécialistes des addictions, généralistes, des personnes de première ligne, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit peut-être au niveau aussi des médecins généralistes. Et plus on va en bas, plus on va se retrouver également avec des membres de la communauté, de la société, des non professionnels. Ça peut être des proches, ça peut être des pères aidants, ça peut être des personnes encadrantes sans avoir une fonction professionnelle avec les personnes avec lesquelles elles évoluent. Le modèle du radiateur, c'est un pas de plus, et si vous voulez, on passe en fait d'un modèle qui est très conceptuel à un modèle qui tend plus en fait vers un modèle de politique publique. L'aménagement des conditions cadres, c'est vraiment en fait de se donner les moyens en termes d'institutions ou de territoire politique, d'avoir un mandat qui permette en fait de développer l'intervention précoce, de développer le dispositif et puis d'avoir les ressources nécessaires pour la mettre en œuvre. Les ressources, on pense tout de suite évidemment aux ressources financières. Aujourd'hui, c'est compliqué de les avoir, mais il faut essayer. C'est également en fait des compétences et des ressources en termes de temps et également en termes de compétences métiers pour pouvoir le faire. En termes d'évaluation, c'est une notion différente que dans le modèle de la pyramide, là où l'évaluation était de pouvoir replacer le signe dans un contexte pour pouvoir déterminer la vulnérabilité de la personne et savoir qu'est-ce qu'on va en faire. L'évaluation ici, c'est vraiment dans cet esprit de politique publique, c'est d'évaluer ce qu'on met en place, de pouvoir observer ce qui marche moins bien, et de pouvoir réussir après à développer les différentes mesures, de pouvoir les adapter. Et j'ai envie d'ajouter ici de pouvoir aussi montrer leur efficacité aussi à un niveau politique pour qu'il y ait effectivement un mandat qui puisse se poursuivre, qui puisse se faire.
Je fais une petite distinction ici entre le mandat institutionnel et le mandat politique. Des fois, c'est compliqué d'avoir le mandat politique. C'est déjà possible d'avoir un mandat institutionnel et de pouvoir promouvoir une approche qui, à terme, petit à petit, va être reconnue, va être défendue, va être mise à l'agenda politique et éventuellement avoir les ressources nécessaires. Suivant les cantons, c'est comme ça que ça a été passé. C'était souvent des institutions en fait, qui ont beaucoup porté en fait, en concept une démarche qui a réussi à le mettre à l'agenda politique et à le faire le discuter. Il y a des bien jolis concepts dans ce que je vous présente, des bien jolies terminologies. Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Peut-être que la promotion de l'environnement favorable est le plus idéologique. Mais qu'est-ce qu'on y met vraiment? Je trouvais intéressant, vous connaissez peut-être beaucoup la charte d'Ottawa qui commence un petit peu à vieillir maintenant une quarantaine d'années. Il y a peut-être que certains d'entre vous savent qu'il y a eu aussi des suites par rapport à tout ce qui était promotion de la santé, communauté. Et la charte de Bangkok qui posait une phrase de façon assez cash, j'aurais envie de dire. L'amélioration de la santé d'une population passe avant tout par la modification de leur mode de vie ou de leur environnement physique et social. Et si je vais être complètement juste, la suite de la phrase c'était plutôt que par des investissements dans le domaine des soins. J'ai enlevé cette deuxième phrase pour pouvoir insister sur la première, sachant qu'aujourd'hui, évidemment, on est dans une démarche où il faut pouvoir renforcer des deux côtés, à la fois effectivement au niveau des soins, dans la prise en charge, mais c'est vrai que dans cet esprit de pouvoir vraiment travailler en fait la santé d'une population de façon plus globale. J'aurais presque envie de dire, avec y compris une attention au niveau de l'urbanisme. Si vous observez en fait d'où viennent les vulnérabilités sociales, on peut se retrouver souvent en fait avec une très forte précarité en fait. Je vais utiliser ici le côté français dans les cités dortoirs, les cités par exemple autour de Marseille, où on voit que cette vulnérabilité sociale est fortement corrélée en fait avec le cadre de vie dans lequel elles sont. Puis si je reviens du côté Valais, j'avais beaucoup apprécié aussi la petite manchette de du journal par rapport à la cité Aldrine qui pointait la précarité aussi potentielle de cet environnement. Alors évidemment, c'est important de pouvoir ancrer l'intervention précoce sur un concept de base, sur une notion de départ, qui est cet environnement favorable, les facteurs de risque et les facteurs de protection. Vous êtes à l'aise avec ces notions-là, mais en fait, en vrai, ça veut dire quoi? Je vous ai mis ces 3 exemples. Et là, on est pile dans la promotion d'un environnement favorable, ou du moins, qu'est-ce que nous, en tant que professionnels, que vous soyez spécialistes des addictions ou non, pouvez faire ou devriez faire. Le premier exemple, cité hospitalière du CHUV, sur le chemin en direction de l'hôpital à Lausanne, sur le chemin en direction du service d'alcoolologie du CHUV, on se retrouve avec une jolie pub pour une bière pas bonne sur le chemin. Comment est-ce qu'on a réagi? Quelqu'un a repéré ça dans le dispositif et il y a eu une réaction. Il y a eu plusieurs acteurs, avec notamment des partenaires de l'Office du médecin cantonal, la police du commerce, en fait, et il y a eu une réaction qui a été faite par rapport à ça et l'affiche a été enlevée dans les 48 heures. L'autre exemple, en bas, magasin de mode pour les jeunes. Donc vous voyez, pour pouvoir vendre des habits, il faut pouvoir être cool, avoir une guitare, une bouteille d'alcool fort, pas bon et également pas cher, à la vue de tout le monde et surtout dans un contexte en fait, d'appel par rapport à l'achat d'habits chez des jeunes. Là aussi, on avait eu une intervention avec la police du commerce qui avait débarqué l'après-midi même et la bouteille d'alcool avait disparu. Et le dernier, peut-être que vous l'avez déjà vu passer, le POW-UP, One Sniff, No Limit, c'est quelque chose qui tourne énormément sur les réseaux sociaux. Si vous allez sur le site internet, vous allez pouvoir découvrir un peu de quoi il s'agit. Et sur le site internet, actuellement, c'est relativement lissé dans le message. Mais si vous allez sur TikTok, Instagram, Facebook, vous allez voir en fait une publicité, un marketing extrêmement agressif ou qui dit si vous avez un petit coup de mou en soirée, vous pouvez prendre votre sniff. Et dans le visuel, en fait, vous posez la poudre sur la main, vous la sniffez en cachette et vous allez être plein d'énergie toute la soirée. Nos collègues français de la Fédération Addiction avaient déjà en fait été
confrontés à ce genre de problématiques étaient intervenus aussi au niveau politique. Il y avait un décret qui avait interdit non pas le produit, mais la mise à disposition sur le marché de ce genre de produit avec une consommation en fait par sniff. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ça fait l'amalgame avec la consommation de cocaïne par voie nasale. Ça banalise aussi l'utilisation et la consommation de ce type de produit dans un but stimulant. Alors nous, on essaye effectivement de pouvoir développer aussi un message par rapport à ça. On a des contacts, notamment avec le GREA par rapport à ces questions-là, pour voir comment est-ce qu'on réagit. L'un des problèmes liés à ceci, et puis je suis toujours de cette notion de promotion d'environnement favorable, c'est qu'en tant qu'acteur dans le domaine de la prévention, il faut qu'on évite évidemment de faire de la pub pour ce genre de produit. L'interdit est une excellente pub et un excellent produit d'appel aussi par rapport à une consommation. L'autre élément, c'est qu'évidemment, l'industrie est extrêmement forte dans la réaction. Du côté français, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé tomber effectivement la mise du produit au niveau de la poudre à sniffer. Ils ont développé des chewing-gums et autres. Donc vous voyez en fait l'ingéniosité en fait de l'industrie. Et puis c'est vrai qu'on se confronte beaucoup à ça. Si jamais j'ai réussi déjà à vous endormir avec cette première partie, j'ai ici un exemple du Pow-Up. Si vous voulez à la pause, passez vers moi pour le voir, le consommer. Je ne vous le laisserai certainement pas, mais comme ça, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Quelques défis maintenant. Un défi qui est important pour moi, c'est vraiment, je vous l'ai déjà un petit peu annoncé avant, de vraiment séparer le dépistage du repérage. Les mots ont une connotation qui est extrêmement forte. J'ai fait le petit exercice d'aller lire le gros Robert online pour voir en fait qu'est-ce qu'on met en fait dans ces mots. Et ce qui est apparu très vite, c'est que le dépistage, c'est le dépistage au niveau de la chasse. Donc je vous invite à arrêter de dépister des sangliers pour essayer vraiment de repérer en fait des personnes, des situations de vulnérabilité. Alors l'utilité du dépistage, parce que posons-nous la question, à quoi est-ce que ça sert? Moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui, ça ne sert à rien. Voire, c'est même contre-productif dans la relation qu'on peut avoir avec une personne. Le dépistage sert à objectiver une consommation. Oui. Et là, je vous dis, si vous pensez faire du dépistage, vous avez déjà fait du repérage. Dans le canton de Vaud, il y a eu beaucoup de discussions au niveau politique et également une motion qui était en 2008 qui a été acceptée pour pouvoir faire des tests de dépistage à l'école. Ça a été accepté et jamais mis en œuvre parce que par chance, au niveau scolaire, c'était en fait une démarche médicale et en l'occurrence, les médecins scolaires se sont opposés et se sont fortement en fait, opposés à cette pratique qui maintenant a été laissée tomber. Mais si je prends cet exemple en fait de l'école, c'est qu'il y avait un moment où il y avait des profs qui disaient « mais en fait on voit qu'il y a des jeunes qui apparemment consomment, donc il faut dépister ». En reprenant cet exemple, s'il y a des profs qui disent « j'ai l'impression qu'il y a des jeunes qui consomment », ils ont fait le repérage. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ceci? Faire le dépistage en fait va très rapidement en fait amener dans une impasse. On va pouvoir objectiver, on a un résultat qui ne dit absolument rien sur la vulnérabilité, sur la fréquence de consommation, sur le mal-être, sur l'usage qu'en est fait, sur la capacité de la personne à apprendre ou à faire son job si on le fait dans le domaine professionnel. Ça pousse évidemment aussi à mettre le doigt et à focaliser sur la consommation, alors que j'ai essayé de vous dire, essayons vraiment de nous concentrer sur cette vulnérabilité qui par ailleurs a déjà été repérée en fait, par le professionnel dans ce contexte-là. Et surtout, au niveau de cette notion d'impasse, on a prouvé une consommation. What's next? Ça ne nous dit rien sur quelle va être la prochaine étape. Si on compare maintenant les deux, et puis là je force vraiment le trait pour vraiment nous dire allons sur cette notion de repérage, parce qu'en termes de positionnement, d'approche, d'attitude à adopter, c'est extrêmement différent. Le dépistage a aussi un risque de stigmatisation, en mettant le doigt effectivement sur une personne qui dysfonctionne. Si je dis qu'il dysfonctionne, c'est que les premières discussions, dans le cadre scolaire vaudois en l'occurrence, c'était de
d'observer et d'attraper les jeunes qui dysfonctionnent pour les réparer et qu'ils arrêtent de dysfonctionner. Le mode d'emploi du dépistage est relativement simple. C'est un mode d'emploi, dépistage urinaire, avec un mode d'emploi assez simple, qui est d'ailleurs aussi accessible. Je sais en tout cas en France, il y a des tests de dépistage qu'on peut commander, recevoir à la maison avec la petite notice extrêmement simple. Le mode d'emploi humain est nettement plus complexe. De qu'est-ce qu'on va en faire ? On repère quelque chose et maintenant c'est là effectivement où les professionnels doivent pouvoir se mettre ensemble pour voir comment est-ce qu'on va accompagner ceci. Le dépistage risque d'amener des solutions simples, claires et fausses, là où le repérage va amener des solutions beaucoup plus adaptées, plus complexes certainement à mettre sur pied. C'est important de faire du dépistage tout de même, dans un cadre qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus spécifique et avec une intention qui est bien différente que celle d'accompagner la personne au plus tôt de l'apparition des signes de sa vulnérabilité. La conduite automobile, évidemment. Il est dans ce cas-là, effectivement, par rapport au respect de l'interdiction de conduite au-delà d'une certaine alcoolémie, il faut qu'on se donne les moyens, évidemment, de pouvoir mesurer le respect de cette interdiction. Si vous vous retrouvez aussi avec des métiers à risque, je sais qu'au niveau, par exemple, des CFF ou des transports publics, là, effectivement, il y a un intérêt public prépondérant qui, effectivement, explique, valorise aussi cette capacité, en fait, de la société, de l'État, en fait, à contrôler, en fait, qu'il n'y a pas une mise en danger du public. Dans le domaine médical, évidemment, vous n'allez pas prendre un traitement de substitution si on n'a pas pu mesurer effectivement qu'il y a une consommation. Donc là, effectivement, il y a un intérêt thérapeutique à pouvoir le faire. Et puis enfin, ça fait régulièrement aussi les choux gras de la presse par rapport en fait à la mise de produits stupéfiants en fait, dans les consommations en soirée, etc. C'est évidemment important de pouvoir faire une investigation pour pouvoir en fait repérer s'il y a eu effectivement cet ajout de substance, en le disant ici que c'est extrêmement compliqué tout de même de le mesurer par rapport à la durée en fait, de consommation depuis la prise jusqu'à la mesure. C'est ici compliqué. Donc des exceptions qui confirment la règle pour pouvoir en fait, nous dire voilà, qu'est-ce que c'est le repérage, qu'est-ce que ça n'est pas et dans quelles conditions on va être amené à faire du dépistage. Alors maintenant, repérer, comment ? Le repérage est peut-être le volet le plus intéressant du concept, mais également le plus compliqué à expliquer, à objectiver, à mettre en œuvre. C'est aussi pour ça que je vous disais, je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous dire l'intervention précoce, ça marche, parce que le repérage est difficile à pouvoir objectiver dans une démarche d'évaluation et de recherche. Je vous ai mis cette petite image aussi pour pouvoir insister que des fois, en fait, on observe la vulnérabilité à travers le trou d'une serrure, de façon extrêmement réductrice. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une conjonction de regards, une conjonction d'acteurs pour pouvoir amener des constats, des observations différentes et sur cette base, en fait, savoir ensemble comment pouvoir intervenir. On a un ancrage légal dans la loi sur les stupéfiants, l'article 3C, qui visait en fait à donner les moyens aux différents acteurs de faire du repérage. Donner les moyens, ce n'est pas tout à fait juste. De pouvoir renforcer la légitimité des acteurs à agir. Ça reste une possibilité, ce n'est pas une obligation. Et cet article, pour moi, pose ici en fait un problème fondamental. Donc tous les professionnels qui sont en lien avec, c'est ça que nous dit cet article de loi, dans les domaines de l'éducation, l'action sociale, justice, police, peuvent annoncer aux institutions de traitement. C'est lesquelles les institutions de traitement ? Sont-elles identifiées ? Moi j'aurais envie de dire ici dans le Valais, c'est Addiction Valais, mais est-ce que c'est formellement posé, ancré quelque part ? J'ai un petit doute, je pense que Valais, vous n'êtes pas les seuls dans ce cas-là. Et surtout, on dit un autre élément, peut-être que vous le voyez ici en filigrane, les professionnels qui œuvrent dans ces domaines, sous-entendu les professionnels non spécialistes des addictions, peuvent annoncer les cas d'addiction. Vous n'avez pas une petite dissonance quand je vous dis ça ? C'est pas si facile de définir l'addiction. Je pense que ce genre de journée en fait, nous met ensemble pour pouvoir en fait, chaque fois
nous rendre compte de toute la difficulté en fait, à pouvoir cerner en fait, ce concept, cette thématique. Et là, on dit effectivement, ces professionnels peuvent annoncer. Et donc, en fait, on se retrouve avec un article de loi qui est totalement bienveillant, évidemment, qui vise en fait, à donner un élan à ces différents acteurs, mais qui ne nous permet pas réellement en fait, d'avoir une plus-value réelle. Évidemment, il y a aussi des obligations de signalement dans les lois cantonales. Je sais que vous en avez également une ici par rapport aux mineurs en situation de mise en danger ou de maltraitance. Souvent, cet article est nommé pour dire, mais en fait, on a aussi une obligation d'annonce. Ce n'est pas qu'une possibilité, donc ça force en fait les professionnels à pouvoir signaler ces situations. Et puis là, je parle de l'expérience vaudoise, mais peut-être que les collègues valaisans de la protection de la jeunesse le diront aussi, ce n'est pas parce qu'il y a une consommation qu'il y a une maltraitance. Donc ce n'est pas non plus un levier utile, essentiel, qu'on peut utiliser par rapport à la question de signes de consommation, pour le coup, chez des mineurs. Et en plus, vu que dans le domaine de la protection, il y a une surcharge actuelle, donc il y a aussi des priorités qui sont en train d'être faites. Moi, j'avais essayé dans le canton de Vaud, d'instiller en fait, cette notion de la consommation dans le domaine, mais par contre, on était confronté très fortement à des situations d'abus sexuels. Et évidemment, là, en termes de politique publique, si on met sur la balance les situations de consommation et des situations d'abus sexuels, les situations d'abus sexuels priment par rapport à la nécessité de l'État de pouvoir intervenir. Idéalement, ça ne devrait pas être l'un à la place de l'autre, mais ceci mis en regard en fait, des ressources financières qui sont à disposition, on peut le comprendre d'autant plus. Ceci pour vous dire qu'en matière de consommation, on a relativement peu en fait, d'ancrage, de leviers sur lesquels nous baser pour pouvoir intervenir et pour pouvoir acquérir une légitimité de l'action. Alors pourquoi repérer ? Bon. Beaucoup d'entre vous êtes des professionnels du domaine des addictions, c'est vraiment des notions que vous connaissez bien. La personne ne sait pas qu'elle est en difficulté, elle le nie, elle considère qu'elle gère sa consommation malgré des signes évidents de non-gestion ou de conséquences négatives sur sa santé. Elle souhaite régler sa difficulté de façon autonome. On peut observer chez les jeunes, mais également chez les adultes, notamment quand ils ne vont pas bien, une notion qu'on pourrait dire de la façon suivante. Au secours, ne m'aidez pas. Je vous montre des signes de mal-être, mais je veux être autonome. Ne m'aidez pas. Et effectivement, ici, et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, des fois, c'est le professionnel qui doit porter l'espoir dans le changement, mais ne doit pas le porter au détriment en fait, de la personne. Vous connaissez bien tout ce qui est autour des notions d'entretien motivationnel. Il faut effectivement accompagner, soutenir la personne en fait, à être dans une démarche de changement aussi par elle-même. La personne peut aussi craindre le refus d'entrer en matière ou craindre des conséquences négatives. J'avais travaillé aussi un temps avec des conseillers en orientation professionnelle au chômage. Et puis, il y avait ces conseillers ORP étaient aux prises en fait, avec des personnes addictes, consommatrices. Et puis, la personne consommatrice n'osait pas parler de sa consommation au risque en fait, d'avoir un frein à l'embauche. Et les conseillers ORP, souvent, étaient un petit peu mal à l'aise par rapport à ça, parce qu'ils disaient, mais en fait, nous, on a aussi une pression institutionnelle à atteindre un certain taux de placement, donc on est poussé à placer de facto des personnes dont on sait qu'elles vont ne pas réussir à tenir le job. Donc là, au niveau du dispositif, ce qui avait été mis, par exemple, c'était la mise sur place d'entretiens conseils avec le médecin pour pouvoir faire une pause thérapeutique. En tout cas, d'avoir un autre regard qui vient et qui puisse en fait, poser la question de la consommation et pouvoir déterminer dans quelle mesure la personne peut ou pas être replacée au niveau du travail. Alors, la personne va peut-être exprimer différents signes, on va les voir après. Et surtout, ce que je voulais aussi insister ici auprès de vous, c'est que du côté du professionnel, il y a une forme d'inquiétude. On observe des éléments factuels ou bien on ressent un malaise. Et ce sentiment-là, cette inquiétude est extrêmement porteuse. C'est vraiment un vecteur à pouvoir en faire quelque chose. De ne pas simplement éteindre sa propre inquiétude. Et par exemple, ça peut être simplement un échange avec un collègue par rapport à cette inquiétude. Voire encore mieux, le formuler face à la personne qui est en face, par rapport à son ressenti. Au niveau des signes, je voulais aussi vous inviter à avoir une petite réflexion sur les signes les plus évidents et sur les signes les moins évidents.
Il y en a qui sont directement visibles, accessibles, bruyants. C'est pour ça que je vous dis, il y a le bruit de la vulnérabilité qui peut être différente, avec évidemment des hospitalisations parce qu'il y a eu une alcoolisation, un accident, des personnes qui présentent un feu tort important, des décompensations psychotiques, des tentatives de suicide, etc. Et il y a aussi des signes silencieux qui sont plus latents, qu'on peut observer plutôt sur une forme de changement de comportement sur le long cours. Diminution des activités, une forme d'isolement social, de l'anxiété. Et pourquoi je vous ai mis les signes qui sont dérangeants ou moins dérangeants? J'aime bien dire, et puis souvent là je me fais un petit peu attraper au contour, mais je préfère une personne qui met le feu aux poubelles que celle qui s'automutile en silence dans sa chambre. Évidemment, ce discours-là, face à des politiques, et c'est dans ce cadre-là que je m'étais fait un peu ramasser quand je l'avais dit, en termes de sécurité publique, de délit, évidemment, c'est non acceptable. Mais en termes d'intervention précoce, de repérage et d'intervention, c'est beaucoup plus facile de repérer celui qui met le feu aux poubelles que celui qui est tout seul dans sa chambre et qui s'automutile de façon totalement silencieuse et non dérangeante. Des précautions, évidemment, avec ces signes. Les signes, ce ne sont pas un diagnostic. Ce n'est pas parce qu'il y a une conjonction de signes que de facto, ça nous indique une vulnérabilité ou une consommation. Il y a des phases de transition, des événements critiques. Il y a des signes qui sont les signes d'une crise naturelle et non pathologique. Dans crise naturelle, ici, je pourrais vous dire, vous observez des signes de fringales, d'anxiété, d'inconstance chez les adolescents, de refus de l'autorité, qui sont des signes potentiellement de vulnérabilité, mais qui sont surtout des signes en fait constitutifs de l'adolescence. Le collègue qui arrive régulièrement fatigué, irrité le matin au boulot, qui n'arrive plus à faire son job avec certaines conséquences, etc., et puis ça dure sur un certain temps, ça peut être un signe de vulnérabilité et de consommation. Ça peut être aussi la jeune maman ou le jeune papa avec un enfant en bas âge qui ne dort pas. Donc c'est important aussi de se dire, voilà, il y a des événements critiques dans la vie, des phases de transition qui sont effectivement ces crises normales et constitutives de la trajectoire des individus. Les événements critiques, je pense ici, ça peut être par exemple la perte d'un emploi, ça peut être le départ à la retraite, ça peut être le décès d'un conjoint. Ce sont des événements qui font partie de la vie et qui sont des moments clés sur lesquels il faut effectivement pouvoir avoir une attention et qui peuvent effectivement être des moments où il y a une vulnérabilité. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une vulnérabilité qui va déboucher sur une forme de consommation et d'addiction, mais ce sont aussi des événements qui sont critiques. Bon, ne pas dramatiser, ne pas banaliser. Je pense qu'on est toutes et tous un peu dans cet équilibre qui va d'un côté ou de l'autre, mais c'est important aussi de toujours garder ces deux aspects. Des fois j'entends uniquement, il ne faut pas dramatiser, et des fois j'entends uniquement, il ne faut pas banaliser. Mais je pense que c'est vraiment cet échange, cet équilibre entre les deux ici qui doit être important. Mieux agir ensemble, c'est aussi le sous-titre de la journée. Donc cette intervention précoce ne peut exister que par la conjonction des acteurs et la collaboration entre les acteurs à tout niveau. En tant que spécialistes, vous et nous avons tous en fait une vue partielle de la problématique. Et c'est en mettant ensemble en fait ces différentes vues partielles qu'on arrive à avoir une image qui est beaucoup plus claire et surtout qui est beaucoup plus indicatrice en fait d'idées, de mesures pour pouvoir accompagner la personne. Chacun dans son rôle, bien sûr, en sachant qu'on ne peut pas être tous la même chose et c'est important qu'on ne soit pas tous la même chose. Entre les différents acteurs, les différents domaines, la santé, le social, l'éducation, la police, la justice. C'est important évidemment d'avoir nos spécificités. Dans les spécificités, il y a évidemment des différences fondamentales qu'on ne va jamais réduire, mais il y a surtout des similitudes irréductibles sur lesquelles on va réussir à se rejoindre au niveau justement du bien social et du bien de la communauté. Tous les domaines professionnels ont aussi des contraintes propres par rapport à des questions de temps, de ressources, etc. et de SNEG. Alors qu'est-ce que ça veut dire le SNEG? C'est le syndrome du nez dans le guidon. Je pense que c'est une notion qui est très largement partagée chez beaucoup. On est toujours pris dans le quotidien, l'activité. A-t-on vraiment le temps en fait de poser son clavier,
de poser son calepin, d'avoir un petit mouvement de recul pour se dire comment est-ce qu'on pourrait faire autrement. Est-ce qu'on perd du temps à faire de la réunionnite aiguë autour des situations? En l'occurrence, je pense qu'on perd du temps pour pouvoir en gagner par la suite. Et puis un des éléments, je crois que Thomas aussi, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est que l'interdisciplinarité, la coopération, on en parle beaucoup et partout, mais est-ce qu'on sait vraiment de quoi il s'agit? Souvent, on la prescrit, alors que la réelle coopération et la réelle interdisciplinarité, elle s'agit au niveau du quotidien, encore et toujours. Puis l'interdisciplinarité, évidemment, il faut aussi se poser la question, mais à quel niveau? On est très fort pour faire de l'interdisciplinarité entre les spécialistes. Et où se trouve la personne concernée? Où se trouve la personne concernée et ses proches également? Si vous observez finement la stratégie nationale addiction, vous allez peut-être observer une absence complète en fait des proches, des familles, qui sont extrêmement peu mentionnées en fait dans cette stratégie addiction. Parce qu'on se concentre effectivement sur l'individu qui se retrouve relativement isolé dans sa vulnérabilité, dans son bien-être. Donc c'est l'affaire de toutes et tous, selon tous les settings. Là j'ai envie aussi de dire les foyers éducatifs, adultes ou mineurs, doivent aussi pouvoir jouer un rôle. La commune, la rue. Si je dis ici la rue, c'est que j'ai beaucoup apprécié quand il y a eu le sujet sur la situation dans la cité Aldrine qui était passé à la RTS et qu'il y avait une travailleuse sociale hors mur qui avait été interviewée. Et je pense que ça, c'était extrêmement fort pour dire, effectivement, il y a aussi des acteurs non spécialistes dans le domaine des addictions, mais qui ont un rôle majeur à jouer. Selon les phases de vie, voilà, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure. J'arrive ici au bout. Ce que je vous livre ici, c'est peut-être quelques petites réflexions qui sont à prendre ou à laisser. Peut-être vous allez pouvoir piocher dedans, il y en a qui s'appliquent de votre côté, il y en a qui ne s'appliquent pas du tout. Mais c'est vraiment cette notion de pouvoir développer un cadre commun, des terminologies communes, savoir de quoi est-ce qu'on cause, d'avoir votre coccinelle valaisanne de l'IP dans votre canton. De pouvoir aussi vraiment travailler, comme mon exemple avec la travailleuse sociale hors mur, de aussi travailler avec les professionnels de première ligne, qu'on oublie peut-être, mais qu'on oublie aussi parce que ce sont des personnes qui souvent peuvent considérer ne pas avoir la légitimité d'agir sur la question de la consommation, par manque de compétences, de connaissances, se retrouver face à des personnes consommatrices qui connaissent beaucoup mieux le sujet de la consommation qu'elles-mêmes, et surtout se dire, mais quel est mon rôle par rapport à cette consommation? Un des enjeux clés aussi de la collaboration, c'est le secret professionnel. Effectivement, dès qu'on se retrouve ensemble entre différents domaines, il y a les limites du secret professionnel qui sont en train de se poser, entre une dynamique d'acteurs qui disent « je ne peux pas dire pour éviter de faire faux ». Il faudrait réussir petit à petit à se dire « il faudrait que je partage ces informations pour pouvoir faire juste pour le bien de la personne ». Je leur dis autrement, j'entends beaucoup de professionnels qui disent « je n'ose pas donner cette information parce que j'ai peur qu'on puisse me le reprocher ». En se mettant effectivement soi par rapport à sa propre responsabilité au centre, alors que le secret professionnel à la base est là en fait pour pouvoir protéger en fait la personne. Quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer, je vous ai mis aussi ici des liens internet. On a dans le canton de Vaud fait une brochure qui vise justement à réunir les professionnels spécialistes des addictions et les non spécialistes. Le but étant de renforcer les connaissances en donnant quelques éléments sur le domaine des addictions, de pouvoir aussi aller au-delà de l'école, travail social hors mur, animation socio-culturelle, avec un message qui est implicite et qui dit aux professionnels « mais osez en faire quelque chose ». Et c'est là que je fais le petit clin d'œil par rapport à la méthode OSER qui a été développée par le GREA, parce que je crois que c'est pour ça aussi que ce terme a été choisi, observer, situer, écouter, renseigner. Je veux juste... Donc là, vous avez aussi un élément dans lequel vous pouvez vous inspirer et qui pousse beaucoup plus à donner des éléments très pratiques justement sur comment est-ce qu'on peut mettre en action en fait le repérage. Je dirais très rapidement, parce que je l'ai dit un petit peu en filigrane ici partout, c'est qu'il y a évidemment une difficulté, un enjeu majeur dans la mise en place de l'intervention précoce, c'est qu'il faut avoir un mandat politique clair, il faut éviter les usines à gaz parce que c'est un des risques très présent de l'intervention précoce, c'est de monter quelque chose d'extrêmement compliqué et qui au final vise en fait à avoir d'adopter une posture, une attitude effectivement qui est claire. Je vous ai mis juste aussi à la fin, parce que je sais que ce sont aussi vos différents ateliers de tout à l'heure, sur différentes thématiques qu'il faut pouvoir intégrer.
le Valais est un canton plus petit que le canton de Vaud. Il faut aussi réfléchir en termes d'économie d'échelle, parce que ce n'est pas possible effectivement d'avoir un énorme dispositif, et il faut peut-être penser de façon transversale sur ces différentes thématiques, milieu carcéral, etc., santé sexuelle. D'ailleurs, je ne sais pas si certains le savent, mais ce soir à 18h30, il y a aussi une conférence sur les comportements inadaptés en matière de sexualité chez les jeunes, avec notamment l'association Dino qui intervient. C'est ici à Sion ce soir. Pour ceux qui s'ennuient absolument tout à l'heure, vous pouvez éventuellement y aller. Donc voilà, je vais vous laisser un petit peu avec ces notions-là. Je pense que cette journée cantonale des addictions est certainement une preuve, une intention, une mise dans le concret en fait d'une volonté et une dynamique d'intervention précoce. Voilà, je vous propose de continuer à oser, à continuer à dialoguer, et puis avec quelques petites ressources que j'espère utiles ici. Et pour reprendre en conclusion le thème de la journée, agir tôt, agir mieux, oui, et c'est surtout en fait l'intervention précoce, c'est agir au plus près des personnes, des problématiques et des vulnérabilités. Merci pour votre attention. Et je crois que nous avons une dizaine de minutes pour des questions, pour ne pas vous manger la pause. Voilà, merci beaucoup. Pascal de la Santa, je suis médecin généraliste. C'est plutôt deux remarques en fait. La première par rapport à l'alcool. Dans un canton viticole, c'est peut-être un peu délicat de parler de ça, mais néanmoins, je suis frappée par l'ignorance en fait de la nocivité de l'alcool. Beaucoup de gens pensent que s'ils n'atteignent pas l'ivresse, il n'y a aucun problème, s'il n'y a pas d'hospital. Donc je pense que on parle de la prévention, je pense qu'il y aurait un énorme travail d'information à faire de ce point de vue. Et l'autre, alors c'est aussi peut-être un peu une question par rapport à l'OFSP, vous avez parlé des coupes budgétaires. J'aurais voulu savoir qui décide quoi, si c'est possible, brièvement, parce qu'effectivement, comme vous dites, la prévention, c'est un peu la cheville ouvrière des coûts de la santé dont on parle sans arrêt. Si vous pouviez préciser un petit peu, merci. Bon, sur la première question, enfin, vous êtes un canton viticole, nous aussi, bien que le fameux adage dit que le vin vaudois, c'est pour les sauces, n'est-ce pas? Mais effectivement, au-delà de l'humour, la question de l'alcool, on voit maintenant que les nouvelles données disent effectivement, c'est plus comme avant, on pouvait dire un petit verre d'alcool par-ci par-là, ça va. Effectivement, les nouvelles données, c'est un verre d'alcool est tout de suite nocif. Il faut le mettre effectivement en lien avec le plaisir, le côté culturel par rapport à l'alcool. C'était pas votre question. Par rapport aux coupes de l'OFSP qui arrivent à l'instant, ben, c'est des éléments aussi qui sont parlementaires. On est aussi dans un contexte conjoncturel qui fait qu'il faut effectivement qu'il y ait des diminutions. Il y a des choix qui sont faits, ça c'est effectivement des discussions aussi au niveau politique et des administrations. Ce que je peux savoir aussi, c'est que le domaine de la jeunesse, en l'occurrence ici, n'est pas concerné, n'est pas touché à ce stade-là. Et donc ça, c'est effectivement une bonne nouvelle. Il faudra aller voir de façon un petit peu plus en détail, et puis aussi au niveau de l'administration fédérale pour pouvoir vous répondre. Je serai un petit peu mal pris pour pouvoir le faire ici. Jérémy Reist. Bonjour. Bonjour. Par rapport à l'intervention précoce et qui peut la réaliser, je vais juste faire un petit parallèle avec une pathologie relationnelle, le trouble de la personnalité type borderline. On observe aujourd'hui, malgré ce qu'on pourrait croire, qu'on obtient à peu près 80% de rémission dans cette pathologie. Alors évidemment, il y a différents types de degrés de rémission, mais en ce sens où les traits de pathologie, traits de personnalité restent, mais elles n'impactent plus de manière pathologique le fonctionnement. Et on attribue ça notamment à la psychoéducation réalisée par les généralistes. Donc ça ne demande pas en FMH, en psychiatrie, de pouvoir réaliser cette action de soins. Par rapport à l'intervention précoce, de ce que j'en comprends, ce que j'en ai compris avant cette présentation également, c'est que tout un tas d'intervenants sont à même de réaliser s'ils ont eu accès à une brève formation à ce sujet-là.
quelle est l'action d'Addiction Suisse par rapport aux différents intervenants? Je pense notamment aux médecins généralistes. Quel est le mouvement vers les professionnels de manière à leur transmettre comment est-ce qu'on peut réaliser une intervention précoce? Alors peut-être aussi ici préciser et marquer vraiment la distinction entre l'intervention précoce et l'intervention brève. Par rapport aux éléments que vous avez amenés, c'est vrai que dans l'intervention proprement dite, on se retrouve ici dans le sommet de la pyramide ou à la fin du modèle du radiateur, donc c'est vraiment cet accompagnement. Ce que j'essayais aussi d'insister beaucoup, c'est de pouvoir renforcer la légitimité aussi des autres acteurs à pouvoir se mettre en lien. Je peux pas m'exprimer par rapport à l'intervention spécialisée, en fait, du spécialiste, du médecin, du spécialiste au niveau des personnes en situation de difficultés psychiques de type borderline. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on essaye vraiment, et puis on n'est pas les seuls, hein, le GREAD, justement, qui sont nos collègues romans, et puis le Farfur Banzout, essaye aussi vraiment de pouvoir développer ça en termes de connaissances, en termes de... Ça vaut la peine, effectivement, de mettre sur pied de l'intervention précoce. En l'occurrence, aujourd'hui, on n'a pas de programme concret sur l'intervention précoce en soi. En revanche, ce qu'on a, on est en train de développer, là je parle pour Addiction Suisse, et ça fait depuis un moment, par exemple, des interventions dans le domaine des entreprises. Parce que là, en l'occurrence, ce sont des RH qui se posent la question « Comment je gère la consommation ?» Puis ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que la gestion des situations de consommation, c'est toujours parce qu'il y a eu une situation particulière. C'est le prétexte. Et ils ont été en lien avec des professionnels des addictions qui disent « voilà, soit vous le gérez au cas par cas, puis ça prend beaucoup de temps, soit vous développez vraiment un dispositif. » Nous, ce qu'on peut faire, c'est typiquement aider des entreprises, des institutions, différents settings, à développer justement cette démarche pour pouvoir accompagner les personnes. Je sais que je vous réponds que partiellement, mais c'est toute la réponse que je peux avoir maintenant. 3 minutes. Encore quelques questions? Vous voulez tous le power-up, hein, c'est ça? J'avais juste une petite question. Déjà, merci beaucoup pour ta présentation. C'est un peu le réflexe de la patate chaude que je voulais t'entendre. Comment monter en compétence les acteurs de première ligne? On voit souvent que dans les dispositifs, dès qu'il y a consommation est égal à addiction. Et puis là, il y a un vrai boulot de faire monter en compétence ces acteurs en termes de légitimité. Alors merci, je pense que c'est une bonne question pour m'amener à une réponse de conclusion. Je vous ai présenté un exemple du Pays de Vaud. On a fait cette brochure avec différents acteurs. On l'a diffusée très largement. C'est super et c'est absolument pas suffisant. Parce que les acteurs l'ont reçu, l'ont lu parfois avec une attention plus ou moins souriante, certainement par rapport à une intention de mettre tout le monde ensemble, et c'est non suffisant. Donc comment faire monter en compétence? C'est que une des idées actuelles qui est en train d'être travaillée, c'est en fait de faire, et ça c'est peut-être aussi une idée pour Addiction Valais, c'est de faire en fait une demi-journée d'actualisation des connaissances dans le domaine des addictions. C'est-à-dire, par exemple, du What's New. Vous entendez parler de crack, de kétamine, c'est le Bronx à Verbier, etc. Peut-être, effectivement, il faut pouvoir stabiliser une information avec des statistiques factuelles, de pouvoir effectivement en parler, et peut-être avoir quelques petits ateliers. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire ensemble avec les travailleurs sociaux hors mur? Je pense que ce sont des excellents acteurs de première ligne, en contact, qui sont hors des cadres institutionnels, des acteurs scolaires, et de faire causer ensemble. Je pense effectivement que le papier, la brochure, c'est un pas essentiel dont il faut reconnaître qu'il n'est pas suffisant si on veut vraiment faire changer le périmètre. Merci. On a le temps pour une dernière question. Profitez de la présence de Kim. Si tel n'est pas le cas, un grand merci. Je crois qu'on peut t'applaudir encore une fois.